anglais pour toile d'araignée. On va tuer le livre. On va peut-être tuer le médium qui est le papier. Mais le livre, un bon récit qu'on lit du début à la fin, tout ça, la connexion est Il ne se doutait pas qu'une simple idée développée pour aider les chercheurs hautes énergies à travailler ensemble en échangeant des informations électroniques d'un bout à l'autre de la planète allait bouleverser radicalement nos habitudes. Aujourd'hui, tous ceux qui, de près ou de loin, ont suivi l'élaboration de l'outil développé par Tim Berners-Lee et Robert Cailliau dès 1989 ont du mal à se souvenir. Et pourtant, les faits sont simples. Le World Wide Web s'affirme de jour en jour comme la clé d'accès universel aux informations électroniques disponibles dans l'environnement du réseau Internet. À ce jour, 50 000 serveurs web sont connectés et mettent à disposition des utilisateurs des informations aussi diverses qu'une présentation du Louvre ou les archives du Congrès américain. Et quelques 800 nouveaux serveurs sont créés chaque jour. Autant d'informations disponibles pour les 5 millions d'ordinateurs connectés au réseau. Ils seront 100 millions en l'an 2000. Oui, il y a eu invention. Ça, c'est clair. On n'a pas besoin d'autre façon de se déplacer que par un clic. On lit, on voit un mot qui est en rouge ou en bleu, et donc on sait que si on clique là-dessus, on aura d'autres explications. Mais on peut aussi passer. Let's go. Let's go. Le premier prototype, Tim et son étudiant, et ça c'était donc avant que moi je suis joint au projet, le premier prototype il l'a fait en quelques mois seulement. Et grâce à la mise ensemble judicieuse de composantes existantes. Le World Wide Web est en fait fait partie de l'évaluation du logiciel, du système de développement et du matériel de cette machine. Le premier butineur qui a été écrit là-dessus était en même temps le moyen de publication et le moyen de navigation sur le web. Et ça, on a un peu perdu maintenant. C'est-à-dire que tous les butineurs qu'on a aujourd'hui ne sont pas des moyens de publication en même temps. Donc le logiciel qu'on a fait en 1990 était en fait beaucoup plus évolué que ceux qu'on a aujourd'hui grand public. Il a été très sollicité et puis c'est clair que cette machine n'avait pas été configurée pour. Et à un certain moment, effectivement, elle tombait très souvent en panne, mais c'était surtout pas, enfin, c'était pas des pannes physiques, c'était simplement qu'elle était totalement débordée par le trafic, les requêtes qui venaient. Sur cette machine, on a mis tout le logiciel à disposition des autres, des académiciens, des développeurs qui voulaient reprendre et nous aider à travailler là-dessus. Et donc, et en plus, il y avait toute l'information du CERN dessus au début, ce qui fait que cette machine était extrêmement sollicitée parce qu'elle n'était pas faite pour du tout. Alors, à la fin, chaque jour, tous les 2 heures, son disque était totalement débordé de requêtes et la machine s'arrêtait. Et ça, c'était pas... Après, on l'a mis à la retraite, donc on a utilisé des machines plus performantes. Et on a aussi utilisé plusieurs machines pour faire ce service. Les scientifiques se sont toujours parlé à très grande distance, mais c'était très lent. Une lettre de Newton à Leibniz, ça prenait 1 année. Et donc là, maintenant, ça a 1 seconde. Et donc, et tout le monde y a accès. Aujourd'hui, on fait pour le trafic qui concerne le World Wide Web seulement, on transmet un volume de documents par seconde qui est l'équivalent de l'œuvre intégrale de Balzac. Bon, si vous imaginez ça, c'est un tas de livres et ça passe chaque seconde, l'équivalent de ça sur le réseau. C'est encore très très peu. On est encore très au début des échanges qui peuvent se faire. C'était à mon avis génial, c'était le fait de voir qu'on pourrait accéder à des informations à longue distance sur l'Internet dans quelques secondes. Un point and click,
à 10 000 km. C'était les jeunes qui ont vu d'abord qu'il y avait quelque chose qui se passait. Parce que quand j'ai montré la première version de l'outil graphique de consultation, l'outil qui s'appelle Mosaic, un de mes jeunes collègues qui s'occupe de notre ordinateur dans le groupe, il a regardé ça 3 minutes et il a dit « formidable, je vais installer ça ». Et puis au bout d'un certain moment, les chefs ont dit « tiens, il y a quelque chose qui se passe ». On peut accéder à l'information très facilement. Donc, il peut y avoir dans la boîte dans votre bureau quelque chose qui vous permet d'accéder aux informations sans connaître trop les détails. Ça, c'est une chose, donc la facilité. Et l'autre chose, c'est que cette information peut être répartie dans le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher cette information et l'installer dans votre boîte, ce qui est une vieille idée qui date de la fin du Deuxième Guerre mondiale, qu'on pourrait envisager d'avoir toutes les informations du monde dans une boîte. Mais l'idée de Tim, c'est que ça pourrait être une boîte virtuelle. Donc ce que vous avez chez vous, ce n'est qu'une boîte conventionnelle, un Mac, un PC, n'importe quoi, et que cela peut vous donner accès à toutes les informations du monde et que les gens peuvent mettre cette information facilement à votre disposition. Et tout ça dépendait évidemment de l'existence de l'Internet ou de quelque chose de pareil. Donc ça, c'est l'idée générale. Mais pour permettre cela, ils ont dû inventer un tas d'astuces techniques pour le permettre, pour faciliter la tâche et pour lancer l'affaire. Il faut être un peu anarchiste dans ces technologies. Une fois qu'on a des ordinateurs qui se parlent entre eux, c'est comme des gens qui se parlent entre eux. Si vous essayez de gérer ça en détail, vous n'y arrivez pas. Je crois que nous sommes en train de vivre une révolution qui est probablement aussi profonde, mais il va se passer beaucoup plus rapidement que la révolution de Gutenberg. L'accès facile à des informations, la possibilité de travailler loin des autres gens parce qu'on a accès à communication à distance, ça va changer les habitudes énormément. En Europe, et puis les relations entre Europe et les autres continents. Le web est dans une étape de banalisation. Il y a tout le monde qui apprend comment l'utiliser pour faire son travail. Les expériences LHC qui seront construites d'ici 10 ans, ils sont en train de s'échanger les données entre eux, les physiciens, c'est-à-dire, et les physiciens et les ingénieurs peuvent voir leur travail par le web. Mais également, les gens de l'extérieur, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde, qui veut voir une expérience LHC veut dire quoi. On peut... Bon, c'est déjà là, et d'ici un an, ça sera beaucoup plus répandu. On peut entrer dans les modèles de réalité virtuelle par le web. Ça va exploser encore, ça n'a que commencé. Le web a été développé au CERN parce que nous avons des utilisateurs qui viennent ici pour faire de recherche, qui viennent de plus que 50 pays. Alors, nous avions besoin de développer les moyens de communiquer rapidement avec des utilisateurs partout dans le monde. Et c'était pour ça qu'on a développé le web. Le web n'a rien à faire avec la physique des particules, ou bien avec le CERN, mais c'était développé ici parce que nous avions le besoin. Mais nous, à cette époque, c'était quelque chose pour le CERN simplement. Et l'explosion du web, c'était une surprise. Je suis très fier. Mais malheureusement, c'est pas très bien connu que le web a été inventé au CERN. Le premier t-shirt qu'on a imprimé pour nous, donc, il avait les 3 grands W sur le front et c'était marqué « Let's share what we know », c'est-à-dire « partageons ce que nous savons, partageons notre connaissance ». Et ça, c'était le premier slogan. Donc, cette volonté de démocratiser l'information et démocratiser surtout l'accès à l'information a toujours été là depuis le début.
physicien de haute énergie.